une bonne dose de maca. On travaille avec une limone, quelques agaves, des céréales. Hola Sophie. Hola Marta. Estoy súper contenta hoy. Bon, on va commencer en français. Après, on va faire un mix parce qu'aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui est, on est avec quelqu'un qui est pour moi une référence et une super femme et un super exemple pour moi et une entrepreneur, amie. Enfin, je considère qu'elle est dans beaucoup de choses que j'admire. Et en fait, c'est Sophie Decobec, donc productrice de Calle 23 ou Calle 23, comme on appelle la marque ici en France. Donc Sophie, merci d'avoir accepté cette invitation à cette interview pour te connaître mieux, pour mieux connaître ta marque. Donc avec grand plaisir et non, au contraire, merci de m'inviter, c'est vraiment un grand plaisir. Juste pour info, on a été au resto, on est en train de parler depuis ça fait 1h30 qu'on papote et qu'on discute à propos du Mexique, de Guadalajara, de plein de choses. Donc j'espère que tout ça, on va les retrouver ici parce qu'on s'est dit tellement de choses que j'aimerais que tu nous racontes que bon, enfin voilà. Donc, je sais que tu es une scientifique et que tu as commencé justement ton premier voyage au Mexique avec ce voyage stage Oui. Là-bas. Donc, comment ça se fait qu'une scientifique soit restée au Mexique pour produire de la tequila? Comment ça se fait? C'était pas prévu. Hein. Il y a beaucoup de choses comme ça dans la vie qui, au final, c'est le curso de la vida. Et justement, quand on est ouvert un peu à ce qui se passe autour, moi, j'adore les process. J'ai toujours aimé voir comment les choses sont fabriquées, etc. Et dans mon cursus d'ingénieur en biochimie, je me suis dit, mais je suis au Mexique, il faut que je sache comment la tequila est fabriquée. En fait, c'était une évidence pour moi d'aller comprendre ce process. Je suis allée donc de Mexico, de la ville de Mexico vers Guadalajara et ensuite vers Tequila. Et là, cette odeur d'agave cuite qui m'a fait un abrazo au Mexique. On parle beaucoup des abrazos, donc c'est une sorte de gros câlin, c'est un câlin, c'est quelque chose qui nous enveloppe, qui est très chaleureux, et c'est cette odeur qui est vraiment unique et qui est difficile à expliquer, qui est sucrée à la fois. Il y a on sent les petites épices, et j'ai quelque chose depuis toujours avec les odeurs. Donc en fait, il y a ce côté scientifique de vouloir comprendre, il y a le côté olfactif qui m'a beaucoup plu, et j'ai jamais cru que je ferais ça dans ma vie. Et les choses, justement, après plusieurs années à faire du process autour de l'agave aussi, je suis revenue au Mexique et je suis jamais repartie. Ah, mais c'est génial. Ça fait combien de temps que tu es là-bas? Ça fait plus de 20 ans maintenant. Ok. Mais bon, juste pour les gens qui regardent, on est au parc Montsouris. Il va y avoir des gens qui passent des fois. Enfin, on est dans un espace qui est génial et bon, on a des cygnes à côté. Enfin, tu nous parlais de. Voilà, il y a une cisne negro, il y a un cygne noir qui vient de passer tout à l'heure qui s'appelle Julia. On verra si elle revient. Oui, j'ai enchanté. Voilà, mais c'est un petit peu ça aussi. Ça fait un petit peu comme au Mexique, justement. On vit beaucoup avec l'extérieur, avec les gens qui passent. On est peut-être un petit peu moins cloisonné que ce qu'on connaît en Europe. C'est ce que j'aime beaucoup du Mexique. Et je pense que c'est ce qui, entre l'agave, entre la partie culturelle, je pense que ça peut répondre un peu justement à ta question. Il y a un peu tout ça qui m'a fait m'installer sur place. Mais c'est clair. Non, mais là, tu viens de me faire. Enfin, à chaque fois, je parle de ça quand je fais mes dégustations, de cette odeur d'agave. Déjà, pour les gens qui savent pas ou qui sont jamais allés au Mexique, quand tu arrives au Mexique, il y a une odeur de maïs. Tu sors de l'avion, tu sens le maïs. Et après, quand tu arrives à Tequila ou à Matitan ou toutes les villes de production de tequila, c'est l'odeur d'agave cuit. Tout à fait. Cette odeur sucrée, comme un peu comme de la patate douce, un peu, je sais pas, mais ça t'a marqué alors? Oui, c'était vraiment, ça a été, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Et voilà, c'est ça. C'était un peu comme dans les dessins animés où on voit l'odeur et on la suit. Tu sais comme ça, ouais. C'est ça, exactement. Ouais. Et ça a été difficile parce que c'est un monde de production surtout maîtrisé. Bon, c'est, on va dire par des Mexicains. Même si aujourd'hui on a beaucoup de compagnies d'autres pays qui produisent, mais c'est un monde qui est
des fois un peu difficile pour les étrangers parce que comment quelqu'un qui est étranger va prendre notre tradition. Ça a été difficile de t'imposer dans un marché comme ça? Alors au tout début, oui, c'est vrai qu'au tout début, quand des personnes me rencontraient, c'était un petit peu bon. C'est qui quasiment la bimbo qui arrive, on va dire. Surtout vu par exemple quand j'allais aux États-Unis pour expliquer ce que je faisais au Mexique, c'était un petit peu ça, quoi. C'était mais qu'est-ce que c'est que ce... Aux États-Unis, tu veux dire? Ouais, par exemple, quand moi j'allais avec mes productions, c'était un peu vu comme ça en fait. Mais parce que sur place au Mexique, comme j'ai toujours travaillé avec des gens dans la production, ils ont tout de suite vu que je connais le process, et donc j'ai assez vite été acceptée, on va dire, par mes pairs, on va dire, en production. Ce qui n'a pas toujours été facile, c'était dans certaines distilleries, si je fais une production, à un moment donné, il fallait que je vérifie que tout se passe bien dans une distillerie. Il y avait des choses qui allaient pas, donc à un moment donné, je disais juste bon, on va refaire cette partie de la production, on peut pas l'utiliser pour tel projet, il va falloir refaire. Et là, je me suis entendue dire après plus de 2 ans à travailler dans cet endroit-là que c'était pas un endroit pour les femmes, que je n'avais rien à faire là. Ouais, donc c'était un peu le bon, moyenne. Et puis, à vrai dire, dans ces cas, je disais, si c'est ce que vous pensez, c'est votre pensée. Après, avant de partir, on va tout vérifier. Et je suis partie que quand tout était dans les règles. Et là, le client pour lequel j'ai travaillé m'a dit, non, mais moi, ça m'intéresse pas de le faire sans toi. Donc, on a bougé de distillerie. Oui, et finalement. D'accord. Ok. Voilà, finalement, le projet a continué, oui. Mais justement, tu parles de quelque chose qui m'intéresse parce que je sais que dans certaines communautés, on va penser que la femme porte malheur pour la distillation, etc. Mais ça, c'est dans les produits beaucoup moins industrialisés. Est-ce que dans la tequila, qui est pour la plupart plus industrialisée, attention parce que c'est pas industriel, mais industrialisé, est-ce que ça arrive aussi dans le monde de la tequila qu'on pense que la femme va porter malheur? Ouais. En fait, il y a des comme ça des mythos, non, des mythes urbains, ou plutôt justement des champs ou de la campagne, comme quoi, quand une femme a ses règles, ça peut couper les process de fermentation, etc. Moi, justement, je me suis spécialisée dans la fermentation et j'ai jamais vu de différence dans mes fermentations, que je sois dans ma période ou pas. Donc voilà, mon expérience personnelle de plus de 20 ans là-dedans, scientifique et voilà, exactement. Maintenant, j'ai déjà, il y a des personnes qui, et ça se ressent assez vite en fait, ce feeling quand on n'est pas vraiment la bienvenue, etc. Donc j'ai toujours été sensible et puis surtout à pas juger, à me dire je serais née homme dans une distillerie et je serais avec un certain âge et j'ai toujours entendu parler de ça, je penserais pareil. Donc il y a aucun jugement là-dessus et c'est juste se dire c'est pas les endroits où il faut que je travaille, où il faut que je fasse des projets en fait. Je suis super intéressée de connaître ta perception sur la tequila, c'est quand même un des symboles du Mexique. Quelle est, d'après toi, la vision qu'on a en France et aujourd'hui, avant que tu sois parti au Mexique, quelle était ta vision de la tequila? Ensuite, quels sont les changements que tu as remarqués depuis plusieurs années à propos de la vision que les Français ont de ces produits qui a évolué, etc. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de ça? Il y a 20 ans, quand j'ai vraiment commencé dans la production, c'est vrai qu'en France, c'était toujours vu comme l'alcool quand on est étudiant et qu'on se fait les mopettes sur les 1, 2, 3 shots, etc. La tequila frappée, j'ai même parce que tequila paf, exactement. Voilà. En France, je me souviens plus. On n'est pas intéressé par ces termes, c'est pour ça qu'on ne les a pas c'est ça, exactement. Même si c'est comme ça que j'ai commencé, on va dire, ma première relation avec la tequila a été celle-là. Après, comme je suis partie au Mexique, j'ai découvert une autre partie. C'est aussi aux États-Unis que j'ai vraiment découvert la tequila 100% agave, assez bizarrement finalement. Mais c'est sur justement un déplacement là-bas que j'ai connu ça, parce qu'au Mexique, il faut quand même se dire que les personnes aussi consomment ce que les grands-parents ont l'habitude de consommer, etc. Il n'y a pas toujours une culture non plus hyper étendue ou une connaissance justement du produit. Comme en France, on n'est pas les meilleurs experts sur le cognac, etc. C'est des produits qu'on connaît, mais les maisons, savoir exactement comment c'est produit, il y a des fois des étrangers que ça intéresse plus que les propres Français. Donc en France, il y avait cette vision-là.
malheureusement, je vais dire qu'aujourd'hui, il y a encore une partie de la population qui a cette vision, qui va dire ah non, moi depuis que je suis étudiante, j'ai pas voulu reprendre une goutte de tequila. Ouais. J'ai encore eu l'expérience au week-end. J'ai rencontré des mamans de l'école pour un apéro, et quand elles me demandent voilà ce que je fais, elles me disent et ça serait, et ça les intéresse après de goûter quand elles savent justement qu'il y a autre chose derrière. Donc il y a encore cette vision, mais ce qui est intéressant, c'est que le monde du bar ouvre beaucoup la vision et cette connaissance sur non, la tequila c'est quelque chose de très bon, il y a des tequilas 100% agave, tiens tenez goûter, il y a des cocktails etc. qui sont faits avec de la tequila et qui sont excellents, et c'est pas voilà, on enlève cette image du shot et on part sur quelque chose de qualitatif. Okay. Donc, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. C'est pas encore, les gens ne connaissent pas encore la différence entre tequila mixto, oui, non, tequila et tequila 100% agave. Il y a encore beaucoup de personnes qui ne savent pas ça. Oui, parce que faut savoir qu'il y a la tequila qui n'est pas pure, qui s'appelle tequila, et la tequila qui est 100% agave, et c'est là où on peut apprécier vraiment les arômes. La vraie tequila, c'est comme un cocktail, tu peux pas sentir le produit s'il est mélangé avec d'autres choses. Et c'est ça avec la tequila ce qui se passe. Exactement. Donc, et il y a aussi, alors c'est vrai que cette séparation-là, c'est parce qu'en fait les tequilas qu'on connaît, c'est vraiment ce qui est le moins cher au supermarché au niveau des tequilas. Il y a des tequilas mixto qui sont très bonnes. Il ne faut pas non plus bannir la catégorie. Mais c'est vrai que le plus souvent, ce qui est importé, c'est importé en vrac, c'est mis en bouteille sur place. Et c'est pas le côté qualitatif qui intéresse les embouteilleurs. Ça va vraiment être le prix pour avoir une tequila dans les rayons. La rentabilité. C'est ça, exactement. Alors que dès qu'on parle de 100% agave, c'est forcément embouteillé au Mexique et on va chercher autre chose en qualité. Oui, ce sont deux cahiers des charges différents. Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le conseil régulateur de la tequila qui va vérifier que ce cahier des charges soit respecté dans les deux cas. Exactement. Donc même quand on met en bouteille en Europe, il y a toutes ces précautions ou tout ce respect du cahier des charges qu'on va avoir. Exactement. Et tu parlais le monde de la mixologie ouvre aussi cette connaissance à ces produits, dans la tequila, dans le mezcal, etc. Mais est-ce que dans ta vision, il y aurait d'autres domaines dans lesquels il faudrait intervenir pour qu'on connaisse la tequila autrement, Ça serait aussi pouvoir justement donner à déguster en pur en fait, c'est-à-dire pas mis dans des cocktails, ni en verre de choc, c'est ça, du pairing, ou alors en sipping, de mettre un verre à dégustation et de pouvoir dire aux personnes, mais ça c'est tel type de tequila, ça vient de là, et vraiment vous pouvez la sentir. Moi c'est ce que je dis en fait aux personnes qui connaissent pas. Au début, si on donne à quelqu'un un verre de shot, déjà ce qu'il fait, c'est qu'il va le boire en shot. Donc déjà c'est bannir ce verre à shot. Qu'on connaît pour la tequila, c'est le caballito, de plus l'utiliser, d'avoir un verre à dégustation. Les personnes disent mais je suis censée faire quoi avec ça? Déjà tu peux la sentir. Ah mais ça sent bon. Donc déjà il y a une ouverture et on fait pas une tête de voilà. Non, si vous faites cette tête-là, c'est pas la peine de voir. C'est ça, exactement. Donc, enlever le côté punitif, se dire, on part sur la dégustation et pouvoir après faire des comparaisons, etc. Même en tequila pur, c'est hyper intéressant. Avant, après, de voir ce que ça peut donner en cocktail. Donc, il y a encore ce côté, même les bars vont le faire avec des single malt, etc. Et ça serait chouette de pouvoir arriver à le faire plus souvent avec des tequilas par exemple. Donc ce serait de s'inspirer de ce qu'on fait aussi dans d'autres alcools comme le whisky ou pour pouvoir arriver à ces genres de dégustation. Oui, par exemple, c'est vrai que si on parle de la France, c'est le premier pays en fait consommateur per capita de whisky pur malt, plus que en Écosse ou en Angleterre, ce qui est assez amusant. Et c'est vrai qu'il y a une connaissance justement des produits, on va dire, est-ce qu'on aime bien plus tourbé, boisé, etc. Donc le consommateur va avoir une demande en particulier, et s'il va quelque part, il va pouvoir demander une dégustation particulière. En tequila, ce serait chouette d'avoir tequila mezcal, même si on commence par ces deux catégories, de pouvoir avoir une bonne tequila 100% agave, un bon mezcal aussi traditionnel, et de connaître un peu plus les notes de dégustation, deux distillats d'agave, la différence qu'il y a, ça ouvre déjà une porte, puis après on peut aller
plus précisément sur des zones de production. On va après rentrer sur des côtés un peu geeky, un peu les aficionados, de se dire est-ce que c'est Los Altos de Jalisco, El Valle, voilà. Bon, mais c'est finalement c'est entrer dans une connaissance. Voilà, quand on aime, on a envie d'en savoir plus et on a envie de connaître ses propres goûts. Est-ce qu'on aime quelque chose de plus terreux un petit peu, qui est une très belle caractéristique de tequila en fait, mais pas le côté terre, mais c'est plus le côté végétal, minéral, par rapport à des côtés plus fruités, plus épicés. Donc c'est là où voilà, ceux qui aiment vont chercher après leur goût là-dedans. Mais déjà avant d'arriver là, c'est déjà de pouvoir le sentir. Et voilà, oui, c'est ça, oui. Et les gens sont pas forcément, quand on a une mauvaise expérience avec la tequila, ne sont pas forcément prêts à affronter à passer ce cap de la dégustation. Donc là, il y a encore beaucoup plus de travail qu'on ne le croit. Exactement. Okay. Concernant Calle 23, on va atterrir maintenant sur les choses, on va parler des choses sérieuses avec Calle 23, Calle 23. Est-ce qu'il y a un processus particulier qui définit ou qui la différencie des autres tequilas ou... En fait, on va dire que c'est un petit peu comme voilà, un chef cuistot. Chaque chef cuistot va avoir un peu ses notes qu'il aime développer, une caractéristique en fait. Sous sa sonne, comme on dit en espagnol. Exactement, c'était le mot. Et on avait voilà, il y a c'est la touche du chef, mais c'est vrai que sa sonne c'est plus au Mexique plus général. La touche du chef, ouais, ce serait en français, mais au sazón, c'est un mot que. Mais le plus souvent au Mexique, on cherche plus le sazón de la mama que la touche d'un chef cuistot, etc. Donc c'est plutôt voilà ce petit côté qu'on aime retrouver. Et en tequila. Il y a beaucoup de moments qui sont importants, qui sont clés dans une production. Déjà, la plante. Enfin, si on parle d'une 100% agave, alors il nous faut une agave. Et dans ces cas-là, si on a une agave qui est saine, qui est mature, qui est à son point de récolte, ça va déjà être un point de départ hyper important. C'est comme on vient de voir un bébé passer. C'est voilà de l'éducation depuis le début, ce que ça va donner après. Bon, c'est pas avant 18 ans. Voilà. Mais même si un enfant est bien éduqué, on peut après, il peut y avoir des différences. C'est pareil, une belle agave, si après on fait pas attention au process. Donc c'est vraiment l'agave. Et puis après, justement, la manière dont on va la récolter est importante. La manière, est-ce qu'assez vite on va la cuire ou est-ce que on va laisser un peu de temps passer dans le patio. Donc c'est très bien de faire les choses pour que la plante, elle garde sa fraîcheur et avant d'être cuite. Et une fois qu'elle est cuite, on va aussi la presser, la fermenter. Donc le choix des levures, moi c'est quelque chose, c'est ça là-dedans. C'est ton expertise. C'est ça exactement. Moi c'était ma spécialité en fait dans mes études d'ingénieur. Donc j'ai adoré isoler les levures des champs d'agave pour après les reproduire en laboratoire. Et c'est celle-ci que je vais utiliser pour chaque production. Okay. Et ensuite, à quel moment on va arrêter la fermentation, quand est-ce qu'on va partir en distillation, même la personne de la distillerie qui s'occupe de la chaudière qui nous fait la vapeur, on en parle rarement, mais c'est aussi une partie du process, c'est-à-dire que si on a une vapeur qui est pas fixe, qui est pas stable, c'est justement, on parlait tout à l'heure d'un chef, c'est comme si quelqu'un s'amusait avec le feu en dessous à mettre fort, pas fort, c'est pas possible. Oui. Donc c'est pareil pour nous en fait. Un feu doux pour la cuisson lente ou un feu ça va faire un changement ça va donner un changement dans le. Exactement. Donc nous en fait on va régler notre pression de vapeur en fait dans notre process, mais si après de l'arrivée c'est pas stable, c'est ça qui va changer en fait. Des fois on va avoir en distillation on peut avoir des reflux dont on n'a pas envie. Enfin voilà, c'est plein de petits détails et c'est pour ça que c'est un process, on peut penser à quelque chose, tu parlais tout à l'heure d'une partie peut-être industrielle, ça reste un process, on va dire, avec, voilà, mais l'homme est très important, enfin le côté homme avec un grand H, en fait, la partie de faire attention, voilà, c'est de prendre chaque production comme justement, comme un petit bébé, mais c'est dans le sens, chaque production qu'on va faire va être mise en bouteille, va être dans les mains du consommateur, et quand c'est une marque propre, on a envie que les yeux fermés, n'importe quelle bouteille qui soit dans le monde soit parfaite. Donc c'est vraiment de représenter ce qu'on a envie d'exprimer, de l'agave, de la vision aussi de la tequila en général, quelle saveur on aime mettre dedans. Voilà, je ne sais pas faire une réponse trop longue. Non, mais c'est génial, c'est super passionnant parce que j'adore ta passion. C'est super cool de parler avec toi et de ressentir cet amour que tu as par les terroirs que j'ai vus depuis petite et que,
aujourd'hui c'est une Française qui est, parce que Sophie est la plus mexicaine des Françaises que je connaisse. Donc c'est génial de voir ta passion et de comprendre des choses que tu vois, que je n'ai pas forcément vécu quand j'étais au Mexique, tu vois. Enfin, peut-être aujourd'hui je vois d'autres domaines comme les alcools d'ici, un peu, mais ta passion, elle est inspirante. Et ça, j'adore. Merci, mais c'est vrai que c'est pareil. Enfin, mon équipe au Mexique, c'est ce qu'ils me disent en fait. Ils apprennent beaucoup et en disant, mais comment, en étant mexicain, on sait pas tout ça. C'est pas possible. Non, c'est inné. C'est quelque chose qui est inné. C'est comme les vins, je pense. T'as une culture du vin qui est, les Français savent à quel moment, quel vin. Mais si tu poses des questions, c'est inné. Ça vient dans l'ADN. Oui. Donc, on ne se pose pas de questions sur ce genre de choses. Ouais, donc, il faut que ce soit un étranger, peut-être, qui t'ouvre les yeux à « vous avez ça ». Et qu'on les valorise comme ça. On ne devrait pas, hein. Enfin, on devrait le valoriser sans besoin de quelqu'un qui te le montre. Mais c'est pour ça que tu es là. Ça. Oui, et c'est pour ça que tu es là. on a échangé. C'est ça. On a échangé nos places. Non, mais bon, tu sais que je t'admire beaucoup et j'admire cette passion que tu as. Ok. On parle beaucoup des défis environnementaux aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de tout ce qui se passe autour de la production de tequila et ce sujet-là? Oui, alors c'est sûr qu'il y a dans le monde entier, de toute façon, il faut qu'on fasse attention à ce qu'il y a dans nos sols. Des sols, on arrive à une nappe phréatique, donc c'est un sujet au Mexique. Il y a encore beaucoup de travail à faire sur le medio ambiente, enfin sur toute la préservation et la pollution. Et c'est vrai que nous, dans notre cas, déjà de travailler avec des producteurs d'agave qui travaillent sur des plantes organiques, enfin donc bio, comme on dit ici. On n'est pas certifié parce qu'après il faut faire certifier toute la distillerie, etc. Mais moi, je mange bio tous les jours. Je donne ça à mes enfants, donc j'ai des valeurs là-dessus. Et si on met pas de produits chimiques sur une terre, on y fait attention de pouvoir. Ça, c'est une partie très importante. On a des grands défis, en effet, de l'eau, etc. Donc, ça, c'est des sujets qui sont toujours de plus en plus importants. Donc, comment on va le bagasso, qu'est-ce qu'on en fait, comment on va enfin, tout ce qui sont, là, en fait, les matières, comment on dit en français, voilà, los desechos, vamos a decir casi, les déchets. Voilà, ce qui n'est pas utilisé pour notre tequila, comment on va le traiter. Et puis ensuite, il y a aussi tous les sujets qu'on voit peut-être un petit peu moins, mais par exemple, une tequila, il faut la mettre en bouteille, l'exporter. Donc nous, par exemple, ce qu'on fait, c'est qu'on achète tout localement au Mexique pour éviter d'avoir des bouteilles qui vont partir de Chine ou d'Europe. Il y a beaucoup de producteurs de verre. Donc il faut imaginer les containers qui arrivent avec des bouteilles vides, qui sont mises en bouteille et qui repartent. Donc au moins avoir toute la matière en fait sèche, comme on dit, les bouteilles, les bouchons, les cartons, etc. Fait localement. Ça, c'est quelque chose depuis le début qui pour moi était toujours très important. Même quand on fait des choses promotionnelles, les t-shirts, on fait pas de pins justement parce que j'ai pas trouvé c'est très à la mode dans les bars. Il y en a pas au Mexique. Et puis j'essaie de prendre aussi des objets qui soient utiles, on va dire. Donc les pins, c'est chouette, mais c'est vrai qu'il y a peut-être un petit peu moins du côté d'utilité, alors que des t-shirts, des sacs, si on en a besoin, je me dis ça peut être utilisé. Donc c'est avoir une petite réflexion, c'est pas faire une critique sur ce que font les autres, mais se dire faire travailler aussi des personnes. Il y a un groupement de femmes par exemple, des mères célibataires qu'on a utilisé pour faire des sacs. Donc ça va pas vraiment dans le côté environnemental, mais c'est environnemental et sociétal. Est-ce qu'il y a des choses que l'on peut faire localement pour que ça soit pour qu'on ait finalement une société qui fonctionne bien, en fait, qui soit saine et aussi qui ait du travail pour les personnes qui en ont besoin et qui apportent des choses en plus humainement très chouettes. Oui, c'est des petits gestes qui ont un impact. Tout à fait. Je pense qu'il n'y a pas même si ça peut rester énigmatique pour certaines personnes, mais pour moi, je suis vraiment très fière quand on a ce que l'on fait. Voilà, tout vient d'un périmètre, on va dire, de 50 km pour les matières sèches. C'est une satisfaction personnelle, en fait. Oui, c'est une petite évolution dans un monde qui a besoin de petits gestes comme ça. Oui, voilà. Maintenant, en parlant de ton expérience en tant qu'étrangère, mais surtout en tant que femme. Parce que je pense que arriver dans un monde, comme la production de vin en France, la production de tequila, de mezcal ou de n'importe quel distillat c'est un monde très masculin. Quels ont été les défis que tu as dû rencontrer et auxquels tu as dû faire face en tant que femme et en plus étrangère? Alors le côté étranger,
assez, et bon, tu connais parce que tu es mexicaine, mais c'est vrai que on connaît pas forcément ça de France. Il y a le côté de el malichismo, Oui. qui fait que la Malinche, c'était celle qui avait aidé en fait Cortés à arriver au Mexique. Donc il y a eu une influence étrangère pour arriver au Mexique. Et ça c'est comment c'est dit en fait, ou comment c'est vu, c'est que des fois le Mexicain va donner peut-être va faire une attitude différente par rapport à un étranger que par rapport à quelqu'un de local. Et on va dire que d'un côté, je pense que ça a pu m'aider. Et des fois, je me sentais, moi j'aime bien les choses très égalitaires. Donc, je pense que une femme mexicaine qui aurait fait ce que j'ai fait quand moi j'ai commencé, ça aurait pu des fois être peut-être plus difficile que pour moi, pour quelqu'un qui n'avait aucune connaissance ou aucun lien avec des gens de l'industrie. Si c'est la fille d'un tequilero, c'est autre chose. Mais moi, qui arrivais, mes parents sont infirmières et profs rien à voir, d'arriver comme ça, mais avec mes connaissances scientifiques et puis une envie de faire partager ma passion. Je pense que bon, on m'a accepté, mais après je ne sais pas faire la différence entre le côté personnalité et le fait de rien lâcher, on va dire, ça c'est un petit peu ce qui me caractérise, voilà. Avec le côté étranger, en fait c'est toujours difficile de faire ce côté-là. En tant que femme, ce qui n'a pas été simple, c'est d'avoir ce côté un petit peu, c'est toute l'expérience MeToo et sans être une féministe, mais en effet, j'ai eu pas mal de fois d'être coincée derrière une porte, voilà. C'est vrai? Ouais. Ah oui. Ah oui, à ce point-là. Ah oui. Oui. Beaucoup de testostérone dans le milieu. C'est ça. Donc il y en a un qui avait une belle marque quand il m'a bloqué, ça a été ma première. Il a mérité quoi. C'est ça. C'était en fait me défendre parce que j'étais toute seule dans la pièce, quelqu'un d'un peu imposant physiquement. Voilà, il faut tout de suite montrer. Voilà. Après j'avais aussi, je m'étais acheté une fausse bague avec un beau petit diamant là, et en revenant en disant je suis fiancée. Oui, pour qu'on te respecte. Ouais. Mais bon, on m'a dit après, mais il va pas le savoir. Si c'est quelqu'un qui est à l'étranger, il va pas, no lo va saber et no importe. Oui, mais on arrivait là pour dire qu'on est marqué et qu'on peut pas passer cette limite. Et que j'ai mon temps de répondre. Oui, mais que j'ai mon temps de répondre, mais c'est pas grave, il est pas là. Oui. En plus. Oui, je vois. Ça sert à rien dans ce sens-là. Donc ça a été, il y a 20 ans, c'était plus difficile, je dirais. Mm-hmm. Et après ça, il y a eu aussi la société qui a évolué, on a commencé à en parler, et je pense que je pense que on doit respecter autant un homme. On va pas toucher physiquement un homme. Donc c'est un petit peu pareil des deux côtés, et c'est quelque chose qui est simple. Heureusement que c'est dans la société. Donc ça a été le mélange des deux choses, d'être dans un milieu mexicain qui est aussi avec un côté assez homme bien ancré. Je me suis vraiment fait répondre. Il y avait pas mal de fois, mais une femme, qu'est-ce qu'elle a à faire ici, quoi? Oui. J'imagine bien. Ouais. Voilà. On le vit différemment, mais je vois bien de quoi tu parles. C'est ça. Et à chaque fois, moi, j'étais toujours aussi. Ma manière aussi d'être là-dedans, ça a toujours été aussi finalement un peu de cacher le côté féminin. J'ai toujours été aussi en pantalon, voilà. Bon, après j'ai pas des formes qui sont peut-être très imposantes, mais même voilà, c'est ça. Mais de jamais mettre des choses très féminines finalement, pour justement pas avoir ce côté oui, mais toi tu es une femme, ou d'avoir cette différence, ou de pouvoir monter sur des cuves. Au début c'était non, toi t'y vas pas. Si. En fait je fais mon travail, et j'ai en fait de mettre les mains à la pâte. C'est vrai que au Mexique au début il y avait ça aussi. C'est même quand on a des bagages, on les porte pas, ou on ouvre la porte, etc. C'est des choses, moi en tant qu'étrangère. C'est côté galant, on va dire, non? C'est côté galant, mais qui est, justement, un peu. Qui peut être un peu réducteur, c'est ça. Et moi au début, réducteur, pardon. Ouais, c'est ça. Et je me disais, mais je me sentais un peu incapable à un moment donné de faire des choses, et c'était pas pour pour être contre cette galanterie qui pouvait être chouette, mais c'était plutôt pour dire non, je peux faire, et surtout dans mon travail, ça me paraissait important que je fasse les choses comme je l'ai toujours fait, voilà. Oui, ok. Donc ça a été. Mais c'est une histoire qui me marque, parce que je vois que tu dois quand même laisser ton côté femme, ou montrer que tu as un propriétaire
pour pouvoir faire ton travail. Ça me marque énormément. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas... Il faut faire évoluer des choses dans le métier, mais bon. Enfin, et bon, on va bientôt terminer. Enfin, mais j'ai juste une question pour toi par rapport à l'avenir de la tequila. Parce que là, on voit que la tequila, elle est en train d'évoluer. On voit qu'il y a quand même beaucoup plus de célébrités qui sont mis et d'ailleurs des Français aussi, ou d'autres nationalités, des gens il y a un Allemand qui fait de la tequila, il y a toi française qui fait de la tequila, il y a les célébrités. Enfin, on commence à tourner vers ces mondes-là et ça commence à intéresser les gens. Comment tu vois l'avenir de la tequila? Est-ce que tu vois une potentielle évolution dans le sens positif? Je pense qu'il y a un petit peu, on va dire, il y a plusieurs chemins. Oui. Et ça va dépendre aussi du consommateur, ce qui l'intéresse. Si une personne va dans des bars, on va dire, branchés, il y aura ces tequilas de célébrités parce que c'est ce qu'on va entendre, etc. Et même les barman qui vont penser que c'est bien d'avoir ça puisque il y a des étrangers qui viennent et qui demandent ce type de tequila, donc c'est ce qu'on va avoir, etc. Et à côté de ça, il y a le côté puriste, le côté aficionado, il y a le côté de ceux qui se renseignent justement sur la catégorie, qui veulent des additifs free. Donc quand on n'ajoute pas d'additifs parce que c'est autorisé par la norme, mais en fait quand on aime la tequila, on a envie d'avoir que le goût du 100% agave. Oui. Donc il y a ces personnes qui vont rechercher ça. Et là, ce qui va venir de plus en plus, je pense, c'est justement des éditions limitées. Et des côtés où en tant que producteur on s'amuse beaucoup dans le sens un peu geeky, mais de pouvoir expérimenter justement des levures différentes. Moi j'ai utilisé une plante qui la criollo qui reste de petite taille à flanc de colline et qui va donner une saveur différente avec des degrés aussi de distillation différentes qui vont apporter d'autres choses. On va s'amuser aussi avec différents types de mise en fût avec pour ceux qui aiment justement ces tequilas vieillis. Et en fait, il y a tout des pans énormes qui s'ouvrent à nous et c'est très intéressant de voir que le public suit parce qu'il y a 20 ans, quand on commençait à faire des choses différentes, on nous regardait un peu bizarrement. On faisait c'était plus traditionnel, il fallait pas faire bouger les choses. Exactement. C'était Blanco Reposolanero, 38 ou 40 degrés. Voilà. Exactement. Alors que maintenant, les high proof tequila, donc tout ce qui est des tequilas au degré, il y a un public pour ça. Et pour nous, c'est fascinant parce qu'on aime ça en tant que producteur. Donc je pense qu'il y a vraiment, il y aura ces différences. Après, il en faut pour tout le monde et je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Et ce qui est bien, c'est quand le consommateur a la connaissance de ce qu'il boit. Est-ce que il boit cette tequila ou est-ce qu'on lui présente ça parce que c'est justement une célébrité ou un concept, on va dire, qui est est-ce qu'on lui recommande ça par rapport à qui est derrière ou est-ce qu'on va lui recommander par rapport à un goût? Et là, c'est tout le côté d'éducation des cavistes, des bars. Et c'est là où malheureusement nous on peut avoir un impact, mais il faut investir pour ça, sinon beaucoup en réseaux sociaux, en masterclass. Oui, bien sûr. Et c'est plutôt le côté communication qui joue. Tu fais un travail d'éducation avec ces personnes qui distribuent toutes les gammes de Calle 23 ou non? Oui, alors justement, ils appellent ça des masterclass. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est d'expliquer déjà les catégories qui existent, de leur faire comprendre le process. En fait, quand je fais des formations, je parle beaucoup du process. Des fois, je leur dis, vous faites ça quand c'est trop long parce que je peux me perdre sur la plante pendant 20 minutes parce que elle est passionnante, oui. Et justement, le nom vient du grec magnifique. Voilà, c'est vraiment et c'est vrai que c'est magique. Donc il y a beaucoup à dire. Moi, je pense que quand on connaît le produit qu'on a dans notre verre, déjà on peut avoir un respect pour le produit. On va comprendre après ce qu'il faut rechercher, ce qu'il faut demander pour comprendre ce qu'on est en train de boire. En fait, donc la connaissance, c'est le niveau numéro 1. Et donc ça, c'est moi ce que je fais. Après, c'est sûr que il y a beaucoup de marques qui vont jouer sur le côté de l'image et sur le côté de faire des mini-films, de faire des campagnes publicitaires avec des grands écrans, etc. On joue pas dans la même cour. Oui, et après, on est aussi, faut rappeler aussi ce qu'est la réalité. En fait, il y a des grandes marques qui ont investi aussi pour faire connaître les tequilas 100% agave. Sans elles,
la catégorie en serait où? Donc, on a encore une fois de la place pour tout le monde et je pense que tous ceux qui sont intéressés par le produit, c'est de se dire, je prends un livre qui explique bien le process, ou j'écoute des podcasts, tout ce que tu fais aussi comme la partie d'éducation. Et donc voilà, moi je fais à ma petite échelle aussi, pour ceux avec qui j'ai du contact et tous ensemble, quand on connaît ce qu'on boit, ça change tout. Et c'est dans toutes les... moi maintenant, je comprends aussi quand j'achète même, je vais dire, une tranche de jambon, je vais me dire, finalement, la publicité, tout ce que je vois dans la publicité, c'est forcément les grosses marques qui peuvent aussi investir. Je vais essayer de trouver, j'y connais rien en jambon, mais qu'est-ce qui fait une particularité et en fait, dans tout ce qu'on mange et dans tout ce qu'on boit, ça serait intéressant de se dire, certainement ce qu'on consomme, ça va être le mainstream. Et il faudrait décortiquer, se renseigner pour essayer de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière les grandes marques participent à faire connaître, mais après c'est à nous les choix c'est aussi à nous de s'informer et de connaître les produits qu'on consomme. Dans ces cas-là, la tequila, et de pas rester sur l'information d'est-ce que les tequilas coupés ou mixtes, qu'il y a dans les marchés sont la seule chose qui existe, et aller s'informer et chercher ces produits d'après son palais, le moment, les personnes avec qui on va partager, etc. Exactement. Donc Sophie, merci beaucoup. Il nous manque un verre de tequila. Oui, on a pensé à la tequila, mais bon, on va trinquer avec la Cayo 23. La prochaine fois, on se voit dans Paris aussi. Exactement. Et on trinque à notre santé il y a la santé de la gaz. Voilà, mais non, c'est parce qu'au Mexique, on peut pas boire dans la rue, donc on n'a pas pensé pour ça. Ici, on n'a pas. Oui, voilà, c'est ça. C'est que on s'est trompé, on s'est mis dans la mente mexicana. Gracias, c'est un gran placer, c'est un gran gusto. Gracias. C'était génial et merci pour tout. Okay. Avec grand plaisir. Merci de ta passion. Bon, voilà. Thank you.